Voilà, j'ai décidé de travailler avec vous sur un sujet, ou plutôt sur une méthode particulière qui est peu traitée dans l'enseignement secondaire, à savoir l'archéologie médiévale. Quand on pense archéologie, on pense essentiellement aux enquêtes de la première année, à savoir la préhistoire, les Celtes, la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce et Rome. Et on oublie parfois que l'archéologie est tout simplement l'étude des monuments anciens et que par conséquent, ça concerne aussi les enquêtes de deuxième année, à savoir le Moyen-Âge, ville et campagne, les temps modernes, même sujet, l'islam, bien entendu, voire l'archéologie industrielle. Un bel exemple d'archéologie industrielle, c'est le musée du bois du casier. Donc l'archéologie n'est pas l'histoire des choses très très vieilles. L'archéologie va pratiquement jusqu'à notre époque. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler avec vous sur un sujet particulier qui est l'étude des traces des bâtiments qui sont restés d'un village qui se trouve dans le Yorkshire. Je vous montre où se trouve le Yorkshire en Angleterre. Vous avez ici la capitale de l'Angleterre, non seulement d'Angleterre, mais également du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parce que c'est l'appellation actuelle. York se trouve ici, ouais, au sud de Leeds, Manchester, voilà. Et donc, nous allons travailler sur un petit village qui se trouve dans le Yorkshire, c'est-à-dire le comté qui a pour chef-lieu York, le Yorkshire, ici. Voilà. Alors, ce petit village, je vais écrire son nom au tableau du même côté. Alors, je vais prendre une couleur que j'ai à présent, c'est-à-dire du bleu. Voilà. C'est un petit village du Yorkshire, donc ceci, j'indique que c'est le Yorkshire. Yorkshire, je vais déplacer le tableau après, ne vous en faites pas. Et alors, ce village qui se trouve dans le Yorkshire s'appelle Warham Percy. W-H-A-2-R-A-M Percy. Voilà, je vais tourner le tableau pour que vous puissiez recopier donc, le nom de ce village du Yorkshire. Donc, Warham Percy. Alors, la période considérée s'étend du XIIe au XVe siècle. Pour le premier site que nous allons étudier. Ensuite, nous allons étudier un site qui ne concerne qu'une maison, une seule maison du XVe siècle. Ici, il s'agit, comme vous le voyez, d'un ensemble de soubassements, de traces au sol, de maisons qui s'étendent donc sur 12e, 13e, 14e, 15e, sur 4 siècles. Donc une période assez importante. La première chose que l'on fait lorsque l'on a un document, c'est tout d'abord de s'orienter. Vous voyez que la direction du nord se trouve ici. Première chose à faire avec des élèves. Ensuite, vous avez en dessous, vous ne pouvez peut-être pas lire, mais ce n'est pas grave, je vais vous donner la référence, hein, c'est-à-dire la référence de l'ouvrage où vous pouvez trouver une étude détaillée sur les fouilles qui ont été faites dans ce village. Alors, en fait, il s'agit d'un article d'un grand professeur anglais qui s'appelle le professeur Beresford, B-E-R-E-S-F-O-R-D, je répète, B-E-R-E-S-F-O-R-D,
Et le titre de son article, ça vous ne le notez pas, Village déserté, bilan de la recherche anglaise. C'était publié dans un ouvrage qui s'intitule Village déserté et histoire économique, Paris, l'éditeur c'est Sefpen, 1965, et l'image que vous avez devant les yeux se trouve page 569. Donc c'est la référence que je suis en train de vous lire ici, et que moi je vous montre dans l'ouvrage qui me sert de base. Et je vais même vous montrer de quel ouvrage il s'agit. Donc il s'agit d'un ouvrage publié dans la collection U, sous la direction de Delaroncière, enfin écrit plutôt par Delaroncière, Contamine et Delors, L'Europe au Moyen-Âge, tome 3, et vous avez en dessous les indications des siècles, fin XIIIe siècle, fin XVe siècle. Voilà, il faut peut-être que je me rapproche. Oui. Voilà, comme ceci, c'est bien. Vous voulez souhaitable que j'avance encore un petit peu? Non, bougez plus. Voilà. Et le document, donc, se trouve, les documents que nous allons analyser se trouvent aux pages 146 à 149. Deuxième chose, ou plutôt troisième chose, après avoir vu l'orientation, après avoir quand même vu la référence, il faut voir qu'il y a des légendes. Vous êtes habitué, en tant que futur prof de géographie, à lire ce genre de documents. Vous avez ici une échelle qui vous renvoie à la réalité. Ici, vous ne pouvez peut-être pas la lire comme je vous le dire, on part de 0, 5, 10, 15 mètres. Donc tout ceci, c'est 15 mètres. Notez-le, regardez. Donc il faudra appliquer cette ligne-ci, cette échelle, sur les bâtiments qui sont là. On peut donc déjà voir que 15 mètres, c'est en gros peut-être un peu plus petit que les rectangles que vous voyez là. Première chose à remarquer. Maintenant, si vous voulez connaître la largeur, vous voyez que la largeur, c'est peut-être un peu moins de 10 mètres pour certains d'entre eux, mais la longueur, c'est non, c'est peut-être 15, voire 15 mètres, peut-être 17 mètres, quelque chose comme ça. En ordre de grandeur, bien entendu. Voilà. Une fois qu'on a vu l'échelle, il faut lire évidemment la légende qui se trouve ici. C'est un préalable à toute autre chose. Regardez, vous avez des dates, des siècles, qui vont du siècle le plus ancien jusqu'au siècle le plus récent. Le siècle le plus ancien, c'est XIIe siècle. Donc on vous dit que lorsque vous allez trouver sous une forme symbolique des petits points dans du blanc, il s'agit d'un manoir du XIIe siècle. Donc on voit que ça correspond à ceci. D'accord. On vous dit d'autre part dans cette légende que ce qui est symbolisé par, donc en fait, un rectangle avec des courbes à l'intérieur, ici, c'est pour simuler la dendrochronologie, maison en bois du XIIIe siècle. Donc ici, manoir du XIIe, ici, maison en bois du XIIIe. Alors, où trouve-t-on, parce que vous ne voyez peut-être pas grand-chose, c'est ce qui se trouve ici. Ça va, ici et ici. Voilà. Donc, maison en bois du XIIIe siècle. Alors, au-dessus, les deux rectangles, ceux-là, il s'agit de maisons du XIVe siècle. Alors, dans le rectangle ici, vous avez des petits ronds. Ça va? Alors, vous les trouvez par exemple ici, ici, ici. Et alors, autre maison du XIVe siècle. Alors là, ce sont des petits ronds vides. Et ici, ce sont des petits ronds pleins. Donc, en noir. On les trouve où? Eh bien, ici. Vous voyez le rectangle qui est là. Par exemple. Ensuite, pour les trois rectangles qui se trouvent dans le haut de la légende, il s'agit de maisons du XVe siècle. Vous avez tout d'abord ici
des simples hachures verticales. Alors, où trouve-t-on ces hachures verticales? Eh bien, ici. Donc, je répète, ça ce sont les hachures verticales, donc maison du XVe siècle. Rectangle au-dessus, là ce sont, comment dirais-je, des croisements de lignes, de carreaux. On trouve ça où? Eh bien, on trouve ça ici. Et enfin, vous avez un rectangle où vous avez partout du noir. Alors, partout du noir, c'est ici. Ici. Voilà. Alors, je continue. Après les symboles pour les maisons, vous avez trois autres symboles ici. P pour porte, F pour foyer, et ce signe-là qui est en fait une ligne avec des petites barbelures qui se trouvent à l'intérieur. Il s'agit d'une carrière. Alors, je vous montre ces barbelures ici. Donc, vous voyez, donc on voit que le manoir se trouve construit dans une carrière, comme tout ceci. Ça va? La lettre P, porte, on la trouve ici. Ici, par exemple, chaque fois que vous avez P, là, ça veut dire que vous avez une ouverture dans le bâtiment, et on sait que c'est par là qu'on rentrait. Vous avez également F, donc F c'est par fenêtre, puisque par définition une fenêtre est en hauteur, et donc on ne peut pas en avoir de traces, on peut avoir que les traces au sol. Alors le F, vous le trouvez ici, vous le trouvez à deux reprises ici et ici, par exemple. Là, voilà. Bon. Alors ça, ce sont les foyers. Alors, après vous avoir décrit les sigles et les symboles utilisés dans la légende qui se trouve à droite, après vous avoir indiqué les mesures qui apparaissent sur l'échelle, l'orientation et la référence bibliographique, je vais vous poser une première question, donc à tous les étudiants de la classe ici. Alors, on va faire comme pour la map monde hier. Souvenez-vous, pour la map monde. J'avais posé la question en termes d'impression. Donc c'est une impression globale qui n'est pas encore de l'ordre de l'observation particulière. Donc c'est votre impression en voyant ce plan de fouille archéologique. Je ne vous demande pas d'observer les différents bâtiments particulièrement, plutôt les traces de ces bâtiments individuellement. Donc votre première impression, peut-être que Mélanie se souvient de la réponse qu'elle avait donnée hier et qui est peut-être proche de celle qu'il faudra fournir aujourd'hui. Tu parles assez haut pour qu'on t'entende? C'était très fouillis. Fouillis. Alors je crois que ça peut être... Essaye aussi. De nouveau, c'est la même chose. Alors, on a de nouveau la même impression pour la map monde hier, c'est que vous avez un enchevêtrement assez important, donc de traces, ici non plus dans un manuscrit, mais ici de traces au sol. Donc vous imaginez la difficulté des archéologues pour pouvoir retrouver la forme des différentes maisons en ne confondant pas justement les soubassements des différentes maisons qu'ils ont investiguées. Ça c'est le gros problème. Donc ils ont des tas de traces qui vont dans des sens divers. Bon. Ah, ça c'est une impression. Maintenant je vais demander à Robert, non plus une impression, mais je vais te demander maintenant d'observer ce document qui est projeté sur l'écran et de me dire quelle est la première chose que tu vois maintenant. On n'est plus dans l'impression, on est dans l'observation. Là, une vraie compétence sur laquelle il faudrait travailler avec les élèves. Qu'est-ce que tu observes dans un premier temps? Je dis bien dans un premier temps. Donc, il ne faut pas commencer à me dire, ben voilà, je vois ceci, cela. Non. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des bâtiments, quoi. Oui, mais est-ce que ce sont des bâtiments? Justement pas.
Nous sommes ici, vous savez que quand on analyse la nature des sources, il faut distinguer d'une part ce qui est la source elle-même et ce qui est de l'ordre de la reconstitution. Donc, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi ce que tu vois. Ne me dis pas que tu vois des bâtiments, parce que moi je ne vois pas de bâtiments. C'est parce que je vous ai dit, si je vous avais pas dit qu'on travaillait sur des bâtiments, vous ne m'auriez pas dit que c'était des bâtiments, sauf si vous êtes un petit peu futé, mais on ne voit pas des bâtiments. On va dire, est-ce qu'une œuvre d'art, qu'on sais-je? Des traces de présence humaine au sol, quoi. Oui, mais plus précisément, dis-moi ce que tu vois. Je te dis, qu'est-ce que tu vois? Moi, je vois des rectangles. Ah oui, donc tu ne peux pas dire trace. Trace, c'est dans un deuxième temps. Donc je vous dis ça pour vos élèves. Si tout de suite un élève vous dit trace, ben, c'est que vous avez quelqu'un qui saute une étape. Ce que l'on voit, ce n'est pas des traces. Ce que l'on voit, c'est plutôt des formes géométriques dont certaines se répètent. Et les traces qui se répètent plusieurs fois, ce sont plutôt des rectangles, me semble-t-il. Donc, je vous dis ça, c'est pour vos élèves, hein, on fait la didactique ici. Donc il ne faut pas sauter les étapes. Donc, une impression générale. 2, on observe, et qu'est-ce que l'on voit? On voit des formes géométriques. Moi, je ne vois pas des traces. Toi, tu en vois peut-être, parce que tu es un futur prof d'histoire, un élève, si tu ne lui dis pas que c'est des fouilles archéologiques, il va dire, je vois beaucoup de rectangles et d'autres formes aussi. On voit combien de rectangles? On en voit au moins un ici, on en voit un autre là, on en voit un autre là, on en voit un là, on en voit un là, et on en voit au moins un là. Ça veut dire qu'on a quelques, peut-être d'autres encore. Donc, on a beaucoup de formes rectangulaires. On voit bien que ce n'est pas des rectangles parfaits, bien entendu. En tout cas, la forme géométrique à laquelle de lesquelles ça se rapproche le plus, ce n'est pas des carrés, ce n'est pas des cercles, ce n'est pas des trapèzes, ce n'est pas des parallélogrammes, etc. On est bien d'accord que ce sont des rectangles. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va peut-être préciser, alors juste après, les formes. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est plutôt essayer de faire ça dans l'ordre, hein, comme il faudrait le faire de manière systématique. Après les formes, qu'est-ce qu'on va voir? Tu dis les couleurs, pourquoi pas? Moi j'avais en tête autre chose, mais enfin, tu dis les couleurs. Bon, tu vois qu'il y a des couleurs qui vont du clair vers le foncé. Plus c'est foncé, plus c'est proche de notre époque. Plus c'est clair, plus c'est ancien. On est bien d'accord? Avec des élèves, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. On va parler de noir foncé, etc. Ici, c'est tout à fait noir, et ici, c'est un rectangle blanc avec quelques rares petits points. Ça va? Bon. Plus c'est foncé, plus c'est récent. Moi, ce qui me frappe aussi, à part les couleurs, c'est que ce sont des rectangles, mais que s'il y a beaucoup de rectangles qui se superposent ici, il y a malgré tout des rectangles qui ne sont pas orientés de la même manière. Vous voyez qu'ici, on peut dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a au moins 5 rectangles qui sont orientés de la même manière, et il y en a au moins 1 et 2 qui vont plus ou moins, qui suivent plus ou moins la même direction. En gros, hein, c'est très superficiel ici, il ne s'agit pas d'analyser le plan de fouille dans son détail, c'est pour que des élèves soient capables de lire un plan de fouille archéologique. C'est ça la compétence qu'il faut exercer. Lire un plan de fouille archéologique, l'interpréter après avoir observé, l'interpréter et essayer de formuler les bonnes hypothèses. C'est ça qui m'intéresse, rien d'autre. Hein, on ne fait pas ici d'archéologie. Je ne suis pas moi-même archéologue, je suis historien. Hein, bon. On a fait ça. Et alors, on voit qu'il y a une concentration quand même assez importante ici. Vous êtes bien d'accord? On peut voir aussi, d'après les couleurs, que, eh bien, la concentration, ce sont des rectangles qui datent, il y en a plusieurs qui datent de la même époque, manifestement. Donc ça veut dire que pour des habitations qui datent du même siècle, on a construit pratiquement au même endroit plusieurs fois. Combien y a-t-il de générations entre le XIIe et le XVe siècle? Alors ça, il faut le faire avec les élèves aussi. Vous devez vous dire qu'il y a, ici, on a calculé qu'il y avait plus ou moins 12 générations. Ça va? Si vous comptez qu'il y a
une génération, c'est 30 ans maximum, ça peut être moins, on est bien d'accord, surtout au Moyen-Âge, la démographie, plein de choses à dire. Mais il y en a peut-être maximum, minimum 12 générations, hein, sur 4 siècles. Surtout ici, je ne vous ai pas dit que c'est le début du XIIe siècle, et ici c'est la fin du XVe siècle. On n'en sait rien de ça. On n'en sait rien. Hein? Donc ça veut dire qu'en fait, je vous ai dit c'est 4 siècles, en fait c'était 3 siècles, et demi, ou même 3 siècles et un quart. On est bien là. 12 générations. On a pu dater, c'est grossier évidemment, mais enfin vous savez que pour les époques relativement récentes, on dispose d'une méthode qui est le... Mais il faut que ce soit des matières d'origine organique, donc ça c'est pour le bois. On se trouve ici, quand c'est du bois, carbone 14, bien entendu. On peut, comme autre chose, disposer des archives de la seigneurie de l'époque, ou des comptes du seigneur. On peut dire, ah tiens, on remarque que dans ce village-là, il y a moins de foyers que précédemment. N'oubliez pas que vous étiez imposé, en tout cas pour cette période-là, déjà, sur base de votre foyer. D'ailleurs, on parle encore à l'heure actuelle aussi de foyers fiscaux. Hein. On parle de foyers fiscaux, vous êtes bien d'accord? Bon. Et on a calculé que ces maisons, tenez-vous bien, elles ont tenu, à part le manoir qui a tenu plus longtemps, et on comprend pourquoi, parce que c'est un autre matériau, bien entendu. Ceci, ce sont des maisons de paysannes, il s'agit ici d'un manoir d'un seigneur. Bon. Alors, on a pu calculer que ces bâtiments tenaient une quarantaine d'années, maximum, une quarantaine d'années. Imaginez, c'est pas énorme. Évidemment, il faut relativiser les choses. À l'heure actuelle, l'espérance de vie est en gros de 80 ans. À l'époque, l'espérance de vie, c'était 30 ans, 35 ans. Donc, autrement dit, 40 ans, ça fait une vie, en gros. Mais alors, on peut se demander comment ça se fait que tous les 40 ans, on reconstruit une maison. Alors là, quelles sont les hypothèses que vous formulez? Alors, je vais peut-être demander à Maxime maintenant. Pourquoi tous les 40 ans, on reconstruirait une maison? Il faut apprendre aux élèves à formuler des hypothèses. C'est une des compétences essentielles, je dirais. Les matériaux utilisés n'étaient pas... Les matériaux utilisés, effectivement, ne sont peut-être pas très solides. On peut imaginer que le bois... Pour couvrir à un certain moment et... Bien entendu. Et il faut distinguer, d'une part, le soubassement du reste de la maison. Souvenez-vous, pour les Celtes, vous pouvez avoir de la pierre à la base, et puis, après 30 cm, avoir du bois. D'accord, la maison n'est pas construite de la même manière de sa base au sommet. Pourquoi on utilise des matériaux durs pour la base? Parce qu'il y a la pluie, il y a les rongeurs, il faut que la base soit solide. Tandis que toute la superstructure, elle peut être faite de matériaux plus friables. Ça peut être du bois, ça peut être de la pierre plus friable, c'est obligatoirement de la grosse pierre. Surtout que la pierre, c'est un matériau, voilà, qu'il faut travailler aussi avant de construire la maison. Vous n'entassez pas des pierres les unes à côté des autres, hein, sinon ça devient, comment dirais-je, un abri pour berger dans la montagne. C'est pas de ça dont il s'agit ici. Hein? Bon, vous notez tout ça, c'est très important. Alors, maintenant, on va voir plus précisément les soubassements eux-mêmes. Vous voyez les rectangles. Mais est-ce qu'à l'intérieur de ces rectangles, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous frappe? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces rectangles? Alors là, je vais demander à Mélanie maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces rectangles? Normal. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces rectangles? Les portes et... Oui, les portes, c'est pas à l'intérieur, c'est à la limite. Les carrières. Oui. Il y a éventuellement des foyers. Ça, je suis d'accord. Les portes, elles sont sur le port, justement. Dans le petit manoir, on voit la carrière. Pour le manoir, là, on est bien d'accord. Ok. Le manoir a été construit sur une carrière. On est bien d'accord. Mais pour les autres, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur? Oui ou non? Oui, la carrière aussi.
Oui, non, non. La carrière, on est bien d'accord, la carrière c'est ceci. Donc ça concerne le manoir principalement. Maintenant, on n'est plus dans la carrière, tout ceci, il n'y a pas de carrière. Alors, c'est pas ça la réponse. Vous êtes bien d'accord, hein, on voit bien que la carrière c'est ici quand même. Hein. Voilà, donc ne parlez pas de carrière pour ceci ou pour ça. Robert. Mais c'est que justement, il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de pièce. Il n'y a qu'une seule pièce dans chaque maison. C'est ça qu'il faut voir. Vous voyez, c'est des choses qui sont tellement évidentes que les élèves ne les verraient pas. Si vous aviez plusieurs pièces, mais vous auriez d'autres sous-bassements, ben voilà, on distinguerait, je ne sais pas, dans la cuisine, du living, je dis n'importe quoi, il n'y a pas de living, il n'y a pas de cuisine à cette époque-là. Mais enfin, on distinguerait les chambres, voilà. Or, vous voyez qu'il n'y a pas d'autres lignes noires ici. Donc, vous voyez, ce sont des rectangles qui sont vides, en fait. Et les traces que vous voyez, ben, c'est peut-être les sous-bassements d'autres maisons. D'autres maisons, mais pas de la même maison. Donc, très important, vous pouvez noter au niveau de la déduction et de l'interprétation, c'est que les paysans au Moyen-Âge vivent dans une pièce, dans une maison où il n'y a qu'une pièce. Et s'il n'y a qu'une pièce, ça veut dire que vous avez le foyer. On remarque aussi qu'il n'y a pas à la base de cheminée, parce que la cheminée, je vous signale que la cheminée, c'est pas seulement ce qui sort du toit. Une cheminée, ça part du sol quand même, que je sache. Hein. Il n'y a pas de traces de cheminée, donc ce sont des foyers, comme à l'époque préhistorique. Hein. Vous avez des cendres, des choses comme ça, mais vous n'avez pas de sous-bassement. Donc il n'y a pas de cheminée. Donc s'il n'y a pas de cheminée, vous imaginez, les gens vivent dans une seule pièce qui est tout à fait enfumée, que l'on fait à manger dans la pièce où l'on dort. Ça veut dire que si vous avez 5 ou 6 enfants, dont la moitié vont mourir en bas âge, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a la promiscuité. Vous notez, promiscuité. Donc, tout le monde, à cette époque-là, d'ailleurs, dort dans le même lit. Les parents, les enfants. Ce qui va entraîner, évidemment, un discours des théologiens qui vont dire, mais enfin, ça ne se fait pas, etc. Il y a des risques d'inceste. Hein? L'inceste pratiqué certainement, mais enfin, voilà, il y a des risques. Donc ça veut dire que tout le monde dort dans le même lit, et quand je dis dans le même lit, vous pouvez imaginer parfois que c'est de la paille qui est déposée à même sol. Entendu? Vous vous souvenez, on travaillait sur les enluminures la semaine passée, et je vous ai dit à quoi servait la paille, entre autres de litière pour les hommes, et pas seulement pour les animaux. Vous voyez comment il faut amener toute la réflexion chez les élèves. Il ne faut pas qu'ils aillent trop vite vers une éduction qui ne repose pas sur une observation qui est tellement évidente qu'on ne la voit pas. Donc il faut qu'ils voient qu'il n'y a rien dans cette maison, sinon un foyer. Vous voyez que les portes sont peu nombreuses. Ici on en voit 2, par ici il y en a une devant, une derrière, ici c'est aux 2 extrémités de la maison, mais il n'y en a pas derrière. Par exemple. Alors maintenant on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'on a plus d'habitations pour certaines périodes et moins d'habitations pour d'autres? Regardez ici. Là, vous en avez 2, là, vous en avez 3, là, vous en avez 1. On peut se poser des questions. Quels sont les éléments qui peuvent justifier soit la présence de nombreuses maisons, ou soit l'absence de maisons? Ou la présence d'une même maison pendant 100 ans, éventuellement aussi. Alors qu'à d'autres moments, tous les 20 ans, tous les 30, tous les 40 ans, on construit. Formuler des hypothèses. Les guerres. Céline. Oui, vas-y, peut-être. Les guerres, les épidémies. Parfait! Vous devez enseigner les fléaux du bas Moyen-Âge. Vous vous souvenez qu'il se passe plein de choses au bas Moyen-Âge. Il y a effectivement des problèmes climatiques. Les problèmes climatiques peuvent entraîner de mauvaises moissons, de mauvaises vendanges, d'où un affaiblissement des corps face aux épidémies. Vous avez également la guerre qui peut avoir quoi comme conséquence? Non seulement la mort des gens qui se trouvent sous la route des soudards, des pilleurs, qui vont véritablement prendre tout ce qu'ils trouvent sur le passage, dans les granges par exemple, le grain. Donc les paysans se trouvent sans rien du tout. Et donc,
vous savez que les trois mots qui sont systématiquement mentionnés dans les chroniques de cette époque-là, c'est que l'homme souffre du froid, de la faim, de la guerre, oui, et de la maladie, ça en fait 4. Ça va? Et dans les traités, il est tout le temps question, dans les textes en latin, Dieu protège-nous de la guerre, des épidémies et de la faim. Où le froid n'apparaît pas en tant que tel, en fait. Hein. Donc vous retenez la faim, l'épidémie et la guerre. Ça se retrouve partout, ça. Bon. Alors maintenant, on va se tourner du côté de la chronologie. Je vous ai mentionné quelques grandes dates de l'histoire de l'Angleterre. Je n'ai pas mis les souverains, etc., parce que vous vous rendez bien compte que ça ne concerne pas l'histoire rurale immédiatement. Je vous ai pris quelques repères, ce sont des simples repères d'histoire politique en bleu. 1066, la bataille d'Hastings. C'est quand Guillaume, duc de Normandie, bat le roi Harold, qui était un roi saxon. Donc on va passer d'une Angleterre qui pendant plusieurs siècles, pendant tout le haut Moyen-Âge, a été germanique, à une époque où l'Angleterre va être constituée de deux populations, puisque les Normands viennent de France, même si 4 générations plus haut, hein, c'était des Suédois ou des Danois, on est bien d'accord, des Vikings. Et à partir de ce moment-là, quand Guillaume le Conquérant arrive en Angleterre, il va y avoir une redistribution des cartes. C'est l'installation d'une pyramide féodo-vassalique du sommet jusqu'à la base. C'est le seul pays, avec la Terre Sainte, la Palestine, où vous allez avoir un système féodo-vassalique. Il va être importé clé sur porte. Parce que tous les aristocrates saxons, donc germaniques, vont être dépossédés, et Guillaume le Conquérant va partager donc toute l'Angleterre, et je vous rappelle que l'Angleterre ne comprend pas le Pays de Galles, elle ne comprend pas l'Écosse. Hein. Le Pays de Galles, il faut attendre le XIIIe siècle pour qu'il soit inclus, rattaché à l'Angleterre, à la suite de guerre. Vous savez que les Gallois, c'est comme les Écossais, sont des gens qui défendent farouchement leur indépendance, pensez également au rugby, etc., et qui sont très attachés à leur autonomie. Et l'Écosse, ben là, il faudra attendre, non pas l'annexion, mais en tout cas, et non pas le rattachement, parce que ça va se faire en 1700, mais il faut attendre l'arrivée sur le trône d'Angleterre de Jacques VI d'Écosse, qui devient Jacques Ier d'Angleterre, donc à la mort, je crois, en 1610 ou 1614 peut-être, la mort d'Élisabeth Ier. Voilà. Alors, autre date importante, je n'ai pas mentionné ici Henri II Plantagenet, je n'ai pas mentionné ici Richard Cœur de Lion, voilà. Hein? En revanche, j'ai indiqué 1215, la Grande Charte, la Magna Carta, qui se trouve donc à la British Library, quand vous allez à Londres, vous pouvez la voir, elle est au rez-de-chaussée, sous verre. Hein? Cette charte est importante. Pourquoi? Elle n'a rien à voir avec un document, mais pour moi c'est l'occasion de pouvoir parler des dates importantes de l'histoire d'Angleterre. Elle est importante parce qu'à ce moment-là, le roi qui s'appelle Jean sans Terre va voir ses pouvoirs fortement limités par le haut clergé et par la grande aristocratie. Donc on ne passe pas du tout au parlementarisme au sens moderne, on ne passe pas encore à la démocratie, certainement pas, on passe à un système de contrôle de la monarchie par une oligarchie. 1350, vers 1350 en fait, naissance plutôt apparition de 2 chambres au sein du Parlement de Westminster, à Londres. Donc ne me dites surtout pas que les 2 chambres, c'est-à-dire la Chambre des Lords et la Chambre des communes, apparaissent au moment de la charte de 1215, parce que j'entends parfois cette erreur. Il faut attendre encore presque un siècle et demi pour voir la naissance du Parlement sous sa forme actuelle. Chambre des Lords, Chambre des communes. Bon. Autre date en bleu, c'est-à-dire qui concerne l'histoire politique, entre 1455 et 1485, et là ça nous concerne davantage, c'est la guerre des 2 roses. La guerre des 2 roses qui oppose 2 clans d'aristocrates, ceux qui sont partisans de la rose blanche et ceux qui sont partisans de la rose rouge, c'est-à-dire les Lancastres et d'autre part les York. Hein, ça va conduire à
une décimation très très importante de toute l'aristocratie, donc c'est une guerre entre nobles en fait, qui succède à une autre guerre que je n'ai pas mentionnée ici, qui est la guerre de 100 ans. Pourquoi je n'ai pas mentionné la guerre de 100 ans ici? Parce qu'elle ne se déroule pas en Angleterre, elle se déroule en France, avec les Anglais, donc ça n'a aucune influence sur nos villageois. C'est pas en Angleterre qu'on se bat pendant la guerre de 100 ans, les Anglais sont en France. Bon, donc ça, la guerre de 100 ans concerne l'histoire des populations rurales du continent, et pas insulaire. La guerre des Deux Roses va préluder à l'installation d'une monarchie absolue, puisque la haute aristocratie est en défaite. Henri VII, Tudor, lorsqu'il monte sur le trône, eh bien, il se trouve avec une aristocratie qui a été décimée, et il va pouvoir rapidement installer des institutions qui mettront en place la monarchie absolue. Cette monarchie absolue qui, dans la première moitié du XVIe siècle, avec Henri VIII, va s'installer fortement. Monarchie absolue qui va être renforcée pendant le règne de sa fille, Élisabeth Ière, deuxième moitié du XVIe siècle. Voilà. Et au XVIIe siècle, première moitié, c'est la bagarre entre les absolutistes. Et d'autre part, ceux qui estiment que, eh bien, le grattage de la population, en particulier les bourgeois des villes, ont droit à participer, à avoir voix au chapitre, en tout cas, et ça va conduire parfois à la guerre civile, à partir de 1640, suite aux tentatives du roi Charles Ier, depuis 1628, de vouloir imposer par des impôts considérés comme iniques par le Parlement, et la suspension du Parlement entre 1629 et 1640. C'est la guerre civile entre 1640 et 1660, c'est la dictature d'Olivier Cromwell, et puis c'est la Restauration, 1660, etc., etc. On ne fait pas les plus loin. Voilà. Donc ça, c'était les dates en bleu. Donc il y a au moins cette hypothèse-ci qu'on peut retenir. Guerre des Deux Roses. Vous vous rendez bien compte que les autres dates, elles sont là uniquement à titre indicatif, mais elles ne vont pas jouer un rôle dans la dépopulation de certains villages. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Par contre, la guerre des Deux Roses, c'est autre chose. Parce que ça concerne les nobles, d'accord, mais les nobles, ils ne sont pas tout seuls à se battre. Ils ont leurs hommes, leurs vassaux, leurs sous-vassaux. Il y a des paysans qui sont obligés de prendre des armes pour leur seigneur. Bon. Alors, je vous ai indiqué en vert la date de la condamnation de John Wycliffe, qui est en fait un pré-réformateur, donc c'était un théologien à l'université d'Oxford, qui a été condamné parce qu'il prônait déjà le sacerdoce universel, l'Eucharistie sous les deux espèces, le retour à la Bible comme source unique de la révélation, et donc il annonce déjà l'acte fort de Luther en 1517 lorsqu'il affiche les 95 thèses sur la porte de la cathédrale de l'église plutôt de Wittenberg en Saxe. Bon. Alors, je poursuis. Vous avez ici les dates en rouge, il y en a deux. Alors là, elles nous concernent encore beaucoup plus. Donc il faut retenir ceci, et il faut retenir ces dates qui sont là. Entre 1648 et 1669, il y a de grandes épidémies en Angleterre. Des grandes épidémies. Ça va? Des grandes épidémies. Ces grandes épidémies comprennent, entre autres choses, la fameuse peste noire. Vous savez, cette peste noire qui arrive de Crimée, de Caffa, donc depuis la lointaine mer Noire, qui arrive en Italie, dans le sud, enfin en Méditerranée, dans le sud de l'Europe, et qui très rapidement, en quelques années, va remonter jusqu'à la Scandinavie, au point que la plus grande partie de l'Europe va être touchée, peut-être pas l'Europe orientale, la Pologne et la Russie, mais en tout cas, toute l'Europe occidentale et l'Europe centrale va connaître cette déferlante de la peste noire. Donc, la peste noire, c'est en gros de 1647 à 1652, mais en Angleterre, elle n'arrive qu'en 48. Et puis, il y a des sursauts. Oui, tu voulais dire quelque chose, vas-y. C'est pas plutôt 1348. Et qu'est-ce que j'ai dit? 1600. Non, j'ai dit 1300. J'ai dit 1348 jusqu'à 1369. 1300. Ça va?
1348 jusqu'à 1369. Bon. Alors, il y a donc d'autres épidémies qui surviennent à ce moment-là. Il n'y a pas que la peste, il y a des sursauts aussi, et il y a, et hélas, les épidémies peuvent prendre des formes diverses. Et donc c'est une période où pendant une vingtaine d'années, la population va être décimée. Et je vous ai indiqué également une autre date importante, 1381, c'est le soulèvement des paysans et des artisans. Vous savez que le XIVe siècle, c'est une époque très importante au niveau des mouvements sociaux. C'est l'époque où, pendant le Moyen-Âge, il y a eu les plus grands mouvements sociaux. Ça va? Et 1380, c'est donc le moment où Wat Tyler, je l'écris au tableau, Wat, son prénom, Tyler, prend la tête, voilà, je ne sais pas si la caméra peut, pour Tyler, prend la tête de cette révolte. C'est un petit peu l'équivalent pour un des doigts, si vous voulez, voilà. Donc c'est un chef qui se met à la tête de cette rébellion, qui va être bien entendu maté par l'aristocratie et par le roi. Vous voyez qu'il y a quelques éléments ici qui peuvent expliquer soit la dépopulation pour des raisons liées à la guerre, soit liées à un problème de société, à des soulèvements populaires, soit liées à la maladie. Je vous ai dit que j'ai fait abstraction ici de la guerre de 100 ans, puisque la guerre de 100 ans ne se produit pas en Angleterre, mais il va de soi qu'il y a des villages où de nombreux paysans vont servir dans les armes et vont donc mourir en France. Donc il n'empêche. Mais en tout cas, les villages ne sont pas dévastés en Angleterre à cause de ça. Même s'il peut y avoir des morts importants. On est bien d'accord, hein? Ceux qui ont été se battre en France. Bon. Cette chronologie est bien claire? Bon. Maintenant, on va essayer de faire le lien maintenant entre les quelques éléments, et je crois qu'avec des élèves, ça ne sert à rien d'en donner plus, moi j'ai pris les principaux événements, ça va de soi, avec d'autre part le premier document que je vous ai donné. Donc vous voyez que, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on peut en tout cas formuler des hypothèses. Maintenant, faudrait-il encore voir si il y a eu effectivement dans le Yorkshire, soulèvement paysan et artisan, peut-être qu'il y a eu des soulèvements ailleurs, mais peut-être pas dans cette région-là. Mais au moins les élèves vont se poser la question et vous pouvez leur donner des documents qui leur permettent au moins de vérifier la validité de leur hypothèse. C'est ça qu'il faut faire. Vous trouvez le document. Je vais vous montrer des ouvrages, hein, pour trouver ces documents bien sûr. Les épidémies, la même chose. À quel moment le Yorkshire est-il eu un cas? Est-ce que c'est en 1348 ou en 1349 par exemple? Bon, ça n'a aucune incidence évidemment pour les maisons parce qu'on ne peut pas dater à un an près. Voilà. Je vais peut-être maintenant demander de projeter la deuxième image. Le deuxième plan de fouille. Voilà. Vous voyez que là c'est un plan de fouille beaucoup plus simple. Il s'agit d'un deuxième site qui a été fouillé par monsieur, je ne connais pas son prénom, c'est Hearst, sauf faire de ma part. Hearst, ça s'écrit, attendez, je vais trouver, H-U-R-S-T. Donc, l'autre, c'était une équipe d'archéologues universitaires sous la direction de Beresford. Ici, c'est un monsieur individuel qui a donc fouillé ce site. Vous avez de nouveau l'échelle, c'est la même, 5, 10, 15 mètres. Voilà, alors vous avez la référence de la revue où ça a été publié, donc Medieval Archaeology, et je vais voir plus précisément dans mon livre, parce que je ne parviens pas à bien lire là, donc c'est, alors, tome 6 et 7, 1962-63, page 335-346. Alors, l'orientation, vous la voyez. La légende, je ne sais pas si vous parvenez à la lire, de l'endroit où vous êtes. Donc, vous voyez, en noir, là c'est le contraire. Le foncé, c'est le plus ancien, alors que d'autres
faire attention que les élèves ne confondent pas les deux. Ici, le foncé, c'est le plus ancien, alors que de l'autre côté, le foncé, c'est le plus récent. Donc le foncé, c'est la construction primitive. Ici, vous avez un rectangle avec des petites croix à l'intérieur que l'on retrouve là, c'est le premier remaniement de la maison. Ici, vous avez un rectangle dans lequel se trouvent des hachures. C'est le deuxième remaniement. Donc on trouve ceci ici, ici et là. Voilà, donc, construction primitive. Donc là, ce qu'il en reste. Puis vous avez ici, d'abord celui-ci, et puis en troisième lieu, les hachures. Vous avez également ici, vous voyez, des traces de foyer. Là aussi, il n'y a pas de cheminée. Maintenant, même question que tout à l'heure, à Norman, est-ce que tu pourrais me dire, non plus quelle est ton impression générale, parce qu'ici, il n'y a pas de fouillis, hein, quelle est l'observation que tu fais en voyant donc ces traces? Comme dans l'autre document, elles sont de forme rectangulaire. Bien entendu. Il y a un bâtiment d'une forme rectangulaire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la construction primitive, elle est plus grande ou plus petite? Elle est plus grande. Donc on a construit dans un premier temps une habitation qui devait correspondre à ce grand rectangle-là. Vous voyez que c'est une habitation qui est plus grande aussi. Ben, elle fait bien une bonne trentaine de mètres. Hein, si je vois bien, si ça c'est 15 mètres, c'est bien le double. Hein. Donc une bonne trentaine de mètres, en tout cas de longueur. Et là, on peut dire qu'il y a, je ne sais pas, peut-être 12 mètres en largeur, quelque chose comme ça. Enfin, vous avez plus de recul que moi. Vous voyez sans doute mieux. Bon. Alors, donc, ça veut dire que quand on a reconstruit la maison, quand on l'a modifiée, on l'a fait plus petite qu'auparavant. Alors, vous vous souvenez peut-être que quand on a étudié les documents numéro 1, donc c'était le site numéro 10, mais sur les travaux, maintenant on est sur le site numéro 6, on avait vu que les plans des maisons étaient enchevêtrés. Ils étaient enchevêtrés. Ce qui signifiait que tous les 40 ans ou tous les 30 ans, on recommençait à construire au même endroit. On en avait déduit que les constructions étaient vraisemblablement peu solides et qu'on avait mis. Ce qui veut dire qu'on avait rasé complètement ce qui restait de la maison précédente. Donc comprenez bien, ici vous avez un aménagement. On n'avait pas vu d'aménagement précédemment. Tout avait été rasé et on recommençait pratiquement au même endroit, mais sans se servir du soubassement précédent. Ce qui paraît un petit peu bizarre, parce que vous avez des pierres, on dit, on va construire, voilà, on va se servir de ce là. Non, on construisait 50 cm d'un mètre plus loin. 1 mètre ou 1 mètre 50, vous l'avez vu, hein, vous vous souvenez. C'était des rectangles un petit peu décalés les uns par rapport aux autres. Certains, allant grosso modo d'ouest en est, et quelques-uns, il y en avait deux qui étaient plus ou moins dans la direction nord-sud. Enfin, en gros, plus ou moins. Donc, ça nous interpelle. Ça veut dire que l'archéologue se pose des tas de questions. Il ne peut pas toujours arriver à des certitudes définitives, mais il peut en tout cas tirer quelques conclusions que j'ai déjà énoncées devant vous. C'est quoi? Premièrement, c'est que les habitations étaient constituées, construites avec des matériaux relativement peu solides. 1. 2, c'est qu'on devait reconstruire souvent. 3, c'est qu'à cette époque-là, les paysans, en tout cas dans le Yorkshire, et dans ce village-là en particulier, vivent tous dans une seule pièce. D'où problème de promiscuité, ça c'est sur le plan moral, je dirais, mais le problème également, problème de promiscuité qui fait qu'on vit vraisemblablement dans la saleté, puisque la fumée ne peut pas s'échapper par le haut, elle s'échappe par les portes ou par les fenêtres, s'il y en a, mais ça on ne sait pas s'il y avait des fenêtres. Et vous voyez que l'archéologie joue quand même un rôle important pour connaître la vie quotidienne. Parce que ça, dans les textes, vous ne le verrez pas. Parce que les textes, ils sont toujours écrits par des clercs, par des intellectuels. Ils parlent de la vie des gens bien établis, ils ne parlent pas des pauvres.
quand on parle des pauvres, c'est pour dire, bah oui, c'est de la vermine, c'est rien du tout, ces gens-là, on en parle que quand il faut les imposer ou quand ils soulèvent. Sinon, on n'en parle pas. C'est toujours des textes qui émanent des seigneurs ou qui émanent des villes, mais de gens qui savent lire, écrire, voilà. Et donc l'archéologie est pour nous l'occasion d'approcher un petit peu ces humbles gens et de se rapprocher un petit peu de la vie quotidienne. Vous voyez? Trop souvent, on étudie des habitations de l'époque de la Révolution industrielle, et nous l'avons fait, vous vous souvenez, dans un AFP ensemble. Ah non, c'était pas avec vous, c'était avec... Non, c'était avec un élève de première, effectivement. Donc c'était pas avec votre classe. On avait travaillé sur le film de Henri Storck, Misère dans le Borinage, donc ça se situe dans les années 1930 en Belgique, où là, le caméraman rentre dans une maison où les acteurs ne sont rien d'autre que ceux qui vivent leur propre situation. Donc c'est un documentaire de type ethnographique, dans le Borinage, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. On voit la misère dans laquelle ils vivent, et on voit qu'ils vivent dans des conditions épouvantables, hein, qui ressemblent étonnamment à celles que l'on voit ici, à des habitations plus solides toutefois. Mais le problème, c'est que quand on étudie le Moyen-Âge, vous verrez rarement comment dirais-je, des leçons dans les manuels qui vous décrivent ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Et si on vous le décrit, on ne vous dit pas comment on est parvenu à le décrire. Ici, vous avez la preuve de ce que je vous dis. Maintenant, je vous propose de vous montrer quelques rares ouvrages, à titre exceptionnel, pour vous aider à préparer ce type de leçon. Alors, vous avez tout d'abord un numéro de dossier d'archéologie qui est consacré à l'architecture médiévale. C'est le numéro 251 de mars 2000. Je vous le montre. Le titre s'intitule « Comment construisait-on au Moyen-Âge » Là, pour la leçon numéro 5, très important pour la leçon numéro 6 aussi, hein, parce que ça ne concerne pas que les villages, ça concerne évidemment les bâtiments beaucoup plus prestigieux comme des églises ou des châteaux. Et je crois que ça vaut la peine de comparer justement le plan d'un château avec la demeure d'un petit paysan, ce qu'on ne fait pas d'habitude. On voit toujours le château, on voit l'abbaye, on voit la cathédrale, mais on ne vous montre pas, sur base de plans archéologiques, ce que c'était qu'une demeure d'un paysan. Alors, bien entendu, il faut replacer tout cela dans son contexte, donc vous pouvez vous servir de l'histoire du Royaume-Uni de Roland Marx dans la collection U, et je vous conseille plus particulièrement le chapitre qui s'intitule « Économie et société au Moyen-Âge », le monde rural à partir de la page 38 jusqu'à la page 40, et vous pouvez utiliser également à partir de la page 64 le chapitre qui s'intitule « Démographie et société, la crise démographique du bas Moyen-Âge et la crise du manoir ». Le manoir, c'est ce qu'on, sur le continent, on appelle la seigneurie. C'est la même chose. Et les luttes sociales, bien entendu, page 66-67 au XIVe siècle. Voilà. Un ouvrage que je crois vous avoir déjà mentionné, l'ouvrage de Michael Postan et de Christopher Hill, Histoire économique et sociale de la Grande-Bretagne, tome 1 des origines au XVIIIe siècle, dans la collection Univers historique au Seuil. Il s'agit bien entendu d'une traduction de l'anglais. Alors, de Michel Mola et de Philippe Wolff, les révolutions populaires en Europe au XIVe et XVe siècle, dans la collection Champs Flammarion. Ça ne concerne pas que l'Angleterre, bien sûr, ça concerne surtout l'Italie et les Flandres. Avec le XIVe siècle, je l'ai dit tout à l'heure, est une période cruciale de ce point de vue-là. Et enfin, dans la petite collection complexe, l'ouvrage de Paul Murray Kendall, L'Angleterre au temps de la guerre des Heureuses. L'Angleterre au temps de la guerre des Heureuses.